Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 13h. À la une aujourd'hui, les risques d'inondation dans le sud-ouest. 6 départements sont en vigilance orange. Le paradoxe, c'est qu'en Laponie, c'est la canicule. Le thermomètre dépasse les 30 degrés. Anaïs Baïdemir, sur ce plateau, nous expliquera pourquoi la météo perd la tête. Au lendemain des chiffres records annoncés concernant le chômage, nous verrons qu'un des dispositifs prévus par le gouvernement peine à démarrer. Les emplois d'avenir, seuls 17 000 contrats ont été signés sur les 100 000 prévus avant la fin de l'année. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la ministre de la Santé a annoncé une série de mesures choc. Interdiction de la cigarette électronique dans les lieux publics et pour les mineurs. Pictogramme spécifique pour les femmes enceintes. Détails et explications avec Nicolas Châteauneuf. En fin de journal, nous découvrirons les magnifiques 3 mâts qui font escale en ce moment à Dunkerque et pour 4 jours. Les plus grands voiliers du monde rejoindront ensuite la Grande Armada. Et puis dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Jacques Dupont, journaliste passionné de grands crus. Il signe un pamphlet intitulé « Invignez-vous ». Pour lui, les lobbies anti-alcooliques portent atteinte à un terroir qui est un des trésors de la France. Et l'on commence donc par ce rideau de pluie qui s'abat sur le sud-ouest depuis hier. Des niveaux de précipitation très importants qui font désormais redouter des inondations. L'eau monte dangereusement dans plusieurs zones, notamment à Pau et dans le Gers. Des caves sont submergées, les pompiers interviennent régulièrement. Les habitants, bien sûr, redoutent les heures à venir. Le point avec Anne-Claire Poignard et nos bureaux de Toulouse et de Bordeaux. Toute la matinée, ils ont fait le tour des habitations inondées. Dans le Tarn, où les fortes pluies font déborder certains cours d'eau, 120 pompiers ont été mobilisés. Donc là, c'est bon, c'est reconnu. La cuve risque rien de toute façon. La cuve risque rien. Personne repéré dans cette maison, mais face à ce début de crue, les pompiers redoublent de vigilance. Une vingtaine de personnes ont été évacuées dans la nuit. Les interventions se sont poursuivies toute la matinée. Les opérations ce matin ont consisté avec 3 sauvetages réalisés essentiellement. Ensuite, plusieurs mises en sécurité et beaucoup de reconnaissance pour savoir si des personnes étaient isolées et si ça nécessitait les secours des sapeurs-pompiers. Plus à l'ouest, dans le Gers, il est tombé sur certains secteurs l'équivalent de 2 semaines de pluie en seulement quelques heures. Là aussi, l'eau monte. Cette église avait ce matin les pieds dans l'eau. Voilà ce que ça représente. Et là, obligé d'enlever tous les bancs, tout ça, bon, et voilà. Dans le département, l'eau barre désormais plusieurs routes. Ici, les automobilistes se sont laissés surprendre. Quand j'ai voulu passer, si vous voulez, la voiture a calé et j'ai pas pu redémarrer. Voilà. Pluie et début de crue aussi dans ce camping près de Pau. Pour ce campeur, les intempéries sonnent la fin des vacances. Moi, je suis de Lille, dans le nord. On dit qu'il pleut dans le nord, mais je crois qu'ici, c'est pas mieux. De nouvelles intempéries sont attendues dans les prochaines heures. Météo France maintient la vigilance orange sur 6 départements jusqu'à demain matin. Effectivement, on l'a bien compris, la pluie pourrait provoquer des inondations dans les heures qui viennent. Voici la carte de Météo France avec 6 départements en alerte orange, 4 des 5 départements pyrénéens pour des pluies et des inondations. Dans le Tarn et le Gers, on redoute aussi des inondations. Nous retrouvons justement notre envoyée spéciale Isabelle de Lyon en direct d'Ornézan dans le Gers. Isabelle, bonjour. Heureusement, les intempéries ne devraient plus durer trop longtemps. Bon, Élise, on commence par une bonne nouvelle. Regardez, il y a un rayon de soleil. D'accord, il est timide, mais il est là. Les pluies devraient en effet durer jusqu'à dimanche, mais de façon beaucoup plus faible, rien à voir avec ce qu'on a connu la nuit dernière et encore tôt ce matin. Côté inondation, la décrue s'amorce par endroits, notamment dans le Tarn, nous dit-on. Mais en revanche, ici dans le Gers, regardez, si je me pousse un petit peu, vous allez voir qu'il y a du courant là, au milieu de la route, tellement le Gers a tout emporté. Les pompiers ont multiplié les interventions, notamment pour évacuer préventivement des personnes. Il a fallu évacuer ainsi 2 crèches et un collège. Par ailleurs, il a fallu secourir beaucoup d'automobilistes qui s'étaient engagés sur ces routes inondées. Et dans le Tarn, il a fallu même en secourir 2 qui étaient perchés sur le toit de leur voiture. L'un d'eux a été même conduit à l'hôpital pour hypothermie. Au total, ces inondations auront fait 2 blessés légers. Mais heureusement, plus de peur
que de mal. Merci à vous Isabelle, vous étiez en direct d'Ornezan. Voilà pour la situation dans le sud-ouest. Mais vous vous en souvenez certainement, il y a près d'un mois, des crues impressionnantes avaient touché le département de l'Aube. Qu'en est-il aujourd'hui? En fait, les problèmes sont loin d'être réglés pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises et les agriculteurs. Les démarches avec les assurances restent compliquées, c'est le moins que l'on puisse dire. L'enquête sur place de Sarah Bernuchon et Jean-Marc Nouknouk. Un mois après les inondations, à Buchères, la vie reprend son cours au rythme des nettoyages. Ça, c'est la 5e benne que la commune nous met, c'est la 5e benne. Près d'1 mètre d'eau avait envahi cette maison en quelques instants. Aujourd'hui, cette retraitée ne peut toujours pas réemménager. Trop de moisissures, trop d'humidité, elle a tout perdu. Tout est pourri. Et la maison, elle se fend. Vous habitez où à l'heure actuelle? Dans le grenier. Il y a un mois, les rues de Buchères s'étaient transformées en torrents. Dans cette maison, l'eau a continué à stagner. Ce sous-sol s'est transformé en mare. Le traumatisme est toujours là. Quand on me parle maintenant de l'eau, j'ai peur. On vient là la journée, mais enfin j'ai peur, je ne vis plus. Des particuliers, mais aussi des entreprises sous les eaux. Dans cette société de transport, le travail a repris malgré tout. Des bureaux impraticables et côté indemnisation, la bataille ne fait que commencer. Au niveau des assurances, on attend que ça. On fait des déclarations, on a des réponses négatives, on a des réponses peut-être, on a des réponses positives. Pour l'instant, oui, un mois après, c'est beaucoup trop tôt pour sortir un bilan de savoir ce que va nous coûter cette catastrophe. La zone a été classée état de catastrophe naturelle. Nous avions rencontré cet agriculteur il y a un mois. L'eau ne s'est toujours pas retirée de ses champs. Il a perdu près de la moitié de sa récolte. C'est complètement mort. Il n'y a plus rien, de toute façon. Il n'y aura plus rien. Au niveau de la Seine, si on veut, et toutes les nappes sont hautes, donc voilà. Donc ça là, baisse pas. Perdu. Ah oui, c'est perdu. Ça baisse pas. Pour l'instant, il n'est pas sûr de pouvoir toucher des indemnisations. À Buchères, une réunion est prévue ce soir pour faire le point sur les remboursements. Un temps de Toussaint à la fin mai en France avec des températures automnales. Le paradoxe, c'est qu'en ce moment, c'est la canicule en Laponie. Là-bas, c'est le plein été. Ce sont bien des records de chaleur pour le pays du Père Noël. Les habitants profitent de ce moment providentiel. Claude Sampère. Vous rêvez du soleil, le voici bien présent, Laponie. Nous sommes ici au-delà du cercle polaire arctique. Température record, 31 degrés. Et cela vaut bien une photo souvenir. Vous rêvez de voir enfin des fleurs dans votre jardin. Ici, elles sont déjà là et resplendissantes. Les militaires en goguette mangent des glaces. Les enfants se baignent dans les lacs du pays. Pour ceux qui sont un peu perdus avec la géographie, on peut rappeler que la Laponie est le pays du Père Noël et que cette région boréale se trouve à plus de 2300 km au nord de la France. Au moment où l'Europe se plaint du froid, la Laponie connaît des records de chaleur. Les météorologues parlent d'une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi la météo est-elle si paradoxale? Pour le savoir, Anaïs Baïdemir nous a rejoint sur ce plateau. Anaïs, bonjour. Les anticyclones ont perdu le nord ou quoi? Effectivement, il n'est toujours pas à sa place, ce fameux anticyclone qui nous protège. Il est actuellement à 1000 km de la France. C'est celui-ci qui nous protège. Nous avons un autre anticyclone sur l'Europe de l'Est. Entre les deux, une zone dépressionnaire qui s'étale de l'Allemagne jusqu'à l'Autriche avec de la fraîcheur. Regardez les températures attendues cet après-midi sur l'Europe. 10 degrés seulement en Autriche. Et si vous parcourez 1000 km, vous retrouvez 29 degrés en Ukraine, soit 19 degrés d'écart. Allez Anaïs, rassurez-nous, ça va s'améliorer tout de même, doucement. Tout doucement, cet après-midi, on aura encore un ciel bien nuageux avec un temps pluvieux sur l'est et le sud-ouest du pays où nous sommes actuellement en vigilance. Demain, vous allez garder ces deux zones sur le flanc est et dans le sud-ouest avec moins de pluie. Et dimanche, le soleil va s'imposer de plus en plus avec une moyenne de 18 degrés sur la moitié nord, 21 degrés attendus dans le sud du pays. Et comme je sais aussi annoncer les bonnes nouvelles, Élise, regardez ce qui vous attend la semaine prochaine. De plus en plus de soleil, des températures qui vont grimper. On sera même à la fin de la semaine
semaine prochaine au-dessus des moyennes de saison. Merci à vous Anaïs pour cette bonne nouvelle et puis météo complète bien sûr à la fin de ce journal. Les chiffres du chômage ont battu hier un record absolu avec une augmentation de 1,2% en avril. Écoutez bien ce chiffre. Concrètement, cela veut dire que chaque jour, 1327 personnes se sont inscrites au Pôle emploi. C'est une moyenne bien sûr. L'un des dispositifs mis en place par François Hollande pour lutter contre le chômage, c'est celui des emplois d'avenir. L'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier aux moins de 25 ans qui n'ont pas de qualification, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises privées. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait un réel engouement, puisque sur les 100 000 contrats prévus d'ici à la fin de l'année, seuls 17 000 ont été signés. État des lieux avec Yacine Mili, Laurent Desbonnets, Christophe Larocca. Linda Alam est depuis 2 mois gestionnaire administrative. Elle a été embauchée en emploi d'avenir par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, un premier pas dans la vie active. Je peux apprendre, avoir accès à des formations, pouvoir me former et en même temps m'enrichir des expériences et des compétences de mes collègues. Donc c'était la meilleure des choses. Et Linda Alam ne coûte pas très cher à son employeur. 75% de son salaire est pris en charge par l'État. C'est le principe des emplois d'avenir. Sur le papier, une très bonne affaire pour les collectivités. Pourtant, depuis 7 mois, les emplois d'avenir peinent à décoller. À ce jour, un peu plus de 17 000 contrats ont été signés, un chiffre bien loin de l'objectif du gouvernement de 100 000 emplois d'avenir d'ici la fin de l'année. Cergy-Pontoise, par exemple, n'a signé pour l'heure que 2 contrats de ce type. Pas facile de recruter des jeunes sans aucune qualification. Les emplois d'avenir réclament un suivi permanent. C'est le rôle du tuteur de les accompagner dans l'apprentissage du travail, du rythme de travail. Vous savez, ça commence par se lever le matin, arriver à l'heure, repartir, être bien avec ses collègues. Et puis après, c'est apprendre un métier. Tous ne sont pas en situation de prendre tous les emplois. C'est pour ça que nous avons des entretiens de sélection. Un processus de formation jugé coûteux et fastidieux par certaines collectivités et qui parfois échoue. À Toulon, par exemple, la caisse d'allocation familiale avait recruté 18 jeunes comme téléconseillers en emploi d'avenir. Le contrat de 6 d'entre eux a été rompu au bout d'1 mois seulement. Dans le cas de Wael Hadj, le motif est clair, pas assez compétent. À la base, c'était une formation qui devait se faire sur 6 mois. Et moi, elle a été très rapide puisqu'elle a duré qu'1 mois. Et on nous a promis que si par exemple on était en difficulté, que la formation elle allait être prolongée. Malheureusement, elle n'a pas été prolongée pour les personnes en difficulté. Autre paradoxe, alors qu'ils sont surtout prévus pour les zones urbaines sensibles, c'est dans les zones rurales que les emplois d'avenir fonctionnent le mieux. Dans le Cantal, par exemple, 67% des contrats prévus cette année ont déjà été signés. La Seine-Saint-Denis, au contraire, atteint à peine 6% des objectifs. Chiffre mitigé donc, mais pour l'heure, le gouvernement refuse d'ouvrir les emplois d'avenir aux jeunes plus qualifiés. Les sans diplôme seraient à nouveau exclus. Et si vous voulez en savoir plus sur ce dossier du chômage et notamment sur le profil type des demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à consulter notre site france-tv-info.fr. Vous y trouverez un dossier complet. C'est aujourd'hui la journée mondiale anti-tabac et Marisol Touraine a manifestement voulu marquer le coup. La ministre de la Santé a annoncé une série de mesures ce matin. Elles sont directement issues d'un rapport signé du professeur Dotzenberg qui dirigeait un groupe d'experts. Alors quelles sont ces décisions? Nicolas Châteauneuf nous a rejoint sur ce plateau. Nicolas, bonjour. Première cible, la cigarette électronique. Oui, voici la cigarette électronique dont on parle. Eh bien, Marisol Touraine veut étendre à cette cigarette électronique les règles qui s'appliquent au tabac en général. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la cigarette électronique sera bientôt interdite dans les lieux publics. Cela veut dire les gares, les aéroports, mais également les restaurants, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour le tabac. La cigarette électronique sera également interdite au moins de 18 ans. Il ne sera plus possible non plus d'en faire la publicité. Est-ce que ce plan vise aussi des populations dites à risque? Oui, c'est vrai, il n'y a pas que la cigarette électronique. D'autres mesures visent par exemple les plus jeunes qui auront droit à une aide spécifique au sevrage. L'idée est de les aider à arrêter de fumer au plus vite. Et puis, un nouveau logo, Élise, va apparaître sur les paquets de cigarettes. Il ressemblera sans doute un peu à cela, sur le modèle de ce qui existe déjà sur les bouteilles de vin. Alors, vous l'avez compris, l'idée est de sensibiliser les femmes enceintes aux méfaits du tabac sur le développement de leur enfant. Merci à vous Nicolas, vous venez de l'expliquer, des pictogrammes spécifiques vont être apposés sur les paquets de cigarettes pour prévenir les femmes enceintes des dangers du tabac et c'est loin d'être inutile. Écoutez plutôt, plus d'une future maman sur 4 continue à fumer pendant sa grossesse, pourtant les risques sont importants. Alors à l'hôpital de Sens, dans l'Yonne, les sages-femmes sont formées pour les sensibiliser et les convaincre de renoncer à la cigarette. Marie-Pierre Salitier, Pierre Beretta.
Morgane a accouché il y a 3 jours et elle sort de la maternité pour fumer la première cigarette après la naissance du bébé. Un soulagement parce qu'elle est accro au tabac. Sa fille Althea est née lundi. Elle ne pesait que 2,3 kg. Un petit poids, conséquence du tabagisme de cette maman qui a fumé en moyenne un demi-paquet de cigarettes par jour pendant la grossesse. J'ai pas eu une assez grande volonté pour arrêter totalement. Et après, on m'avait dit forcément qu'elle ferait un petit poids, que ça pouvait engendrer de l'asthme plus tard ou de l'hyperactivité. Donc j'espère que ça se produira pas. À l'hôpital de Sens, la lutte contre le tabac passe par des mises en garde, comme celle-ci concernant le retour à la maison des parents fumeurs. Un intérêt notoire à faire très attention à ne pas mettre le bébé en présence de tout ce qui est tabac, surtout le monoxyde de carbone, quoi. C'est tout l'hôpital de Sens qui participe à ce combat contre le tabac. C'est ça qui est fondamental, c'est ne pas être des Don Quichotte de la lutte anti-tabac seul dans son coin. Il faut travailler en partenariat avec les sages-femmes, avec les infirmières d'addiction. C'est pourquoi la semaine dernière, l'hôpital a organisé la formation de sages-femmes tabacologues. Objectif, se familiariser avec cet appareil qui fait le diagnostic d'intoxication tabagique. On mesure l'oxygénation du bébé car le tabac se concentre dans le sang. Pour les femmes, on a des taux 2 fois plus élevés chez le bébé que chez la mère. Pourquoi? À cause du fait que l'hémoglobine du bébé fixe 2 fois mieux le monoxyde de carbone que l'hémoglobine de la mère. Cette femme, enceinte de 3 mois, a fumé 2 heures auparavant. L'appareil marque la présence de monoxyde de carbone. Elle va donc bénéficier d'un soutien hospitalier. Pour les femmes enceintes, l'aide au sevrage tabagique est entièrement prise en charge par l'assurance maladie. Parlons maintenant de cette initiative très intéressante menée partout en France. C'est une conséquence bien réelle du Grenelle de l'environnement. Grâce au pacte énergie-solidarité, elle permet aux familles modestes de rénover et surtout d'isoler les combles de leur logement pour seulement 1 €. Les travaux sont rapides et ça change tout, surtout pour la facture d'énergie. Reportage en Franche-Comté et en Alsace, Grégory Fraise, Jean-Pierre Pasteur. Les travaux sont réalisés en quelques minutes. 50 mètres carrés, une petite demi-heure. Une technique simple pour que ces combles ne soient plus une passoire par laquelle s'échappent de grandes quantités de chaleur. Ouais, c'est de la laine de verre qui est performante au niveau isolation. Et si on parle en pourcentage, c'est à peu près 25% d'économie avec la toiture d'économiser par an. 25% d'économie et 4 degrés de plus, une aubaine pour Dalila Djadji. Cette infirmière a passé un hiver au froid, malgré une facture de fioul de plus de 3 000 €. Ça va changer ma vie. Là, je pourrais chauffer et pas perdre en fait de la chaleur. Je vais gagner en énergie, je vais gagner en argent, donc non, c'est génial. D'autant que le prix de l'intervention est pour le moins symbolique. Bon voilà, je vais vous demander une petite signature et puis 1 € s'il vous plaît. Isoler ces combles pour 1 €, ce n'est pas une escroquerie, mais un programme tout à fait officiel, le pacte énergie-solidarité, conséquence du Grenelle de l'environnement et de l'obligation faite aux fournisseurs d'électricité, de gaz, de fioul ou de carburant de promouvoir les économies d'énergie. Ça paraît magique ou impossible, mais en fin de compte, les travaux sont pris en charge par les fournisseurs d'énergie, donc d'énergie et de carburant, qui financent par le biais d'un dispositif assez peu connu, mais très intéressant, qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Ils financent les travaux à la place des gens qui n'ont pas les moyens de les faire. Pour l'instant, le programme porte sur 1000 foyers aux revenus modestes. Cette famille alsacienne s'est inscrite sur Internet et a pu bénéficier de ces travaux qu'elle n'aurait pas pu s'offrir. En faisant le calcul, environ 30 € le mètre carré, ça aurait coûté un peu plus de 1 000 €. Voilà. Donc on n'aurait jamais pu se permettre. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait dans l'immédiat. Déjà plus de 700 ménages ont profité de l'opération et ce n'est pas fini. Une seconde phase va être lancée avec des barèmes de revenus plus favorables. Des centaines de familles vont pouvoir en profiter.
Il est 13h18 à suivre dans ce journal. Des squelettes de poilus ont été mis au jour près du champ de bataille de Verdun. Ils reposaient sous les vestiges d'une ferme et 5 dépouilles ont été identifiées, des soldats qui ne seront plus inconnus. Nous parlerons aussi de cette expérience menée par plusieurs écoles parisiennes. Une semaine sans écran, quel qu'il soit. Concrètement, ça veut dire plus de dessins animés ni de jeux vidéo. Ça change le quotidien. Et puis, nous poursuivrons notre tour de France des desserts avec aujourd'hui un gâteau connu dans le monde entier, la tarte tatin. Pourtant, au départ, tout est parti d'une erreur en cuisine. Parfois, il est bon de se tromper. Mais on commence par cette histoire absolument incroyable à Lyon. Celle d'un cambrioleur qui a été confondu par l'empreinte de son oreille. Avant d'opérer, il collait son pavillon sur la porte pour vérifier qu'il n'y avait personne. C'est avec cette trace que les hommes de la police scientifique ont réussi à l'identifier. On ne le sait pas, mais c'est comme pour les doigts, chacun a une empreinte unique d'oreille. À Lyon, le reportage de Fanny Stenler, Denis Sébastien et Philippe Évêque. Pas moins de 80 cambriolages auraient été commis ici au centre de Lyon par un Géorgien de 25 ans interpellé en flagrant délit. Pour le confondre, les policiers ont utilisé une technique inédite en France, l'empreinte d'oreille. En effet, le cambrioleur s'assure avant d'entrer par effraction que personne ne se trouve à l'intérieur. Et pour cela, colle son oreille à la porte. Un geste qui a trahi le malfaiteur, car c'est avec cette empreinte que les policiers l'ont confondu. L'empreinte d'oreille est en effet unique. La technique est importée de Suisse. Là-bas, les policiers l'utilisent couramment. Chaque empreinte d'oreille est différente. Et si on attrape, par exemple, une personne, un cambrioleur, dans le quartier, et qui dit non, c'est pas moi qui ai commis ce cambriolage, on pourra toujours comparer les oreilles avec celles qu'on a trouvées sur la porte. Une technique encore à l'essai en France, mais qui a déjà permis de résoudre 2 affaires de cambriolage dans l'agglomération lyonnaise. Ce pourrait être une découverte macabre, mais c'est plutôt une page d'histoire. Un gisement d'ossements a été découvert près du champ de bataille de Verdun, dans la Meuse. 10 squelettes qui gisaient sous les décombres d'une ferme. 5 d'entre eux ont déjà été identifiés. Ces soldats tués pendant la Première Guerre mondiale retrouvent un nom qui sera sûrement bientôt inscrit un siècle plus tard sur un monument aux morts. Florence Griffon. C'est une découverte exceptionnelle par son ampleur. Sous la terre, ces gendarmes découvrent avec émotion les corps de 10 poilus et leurs effets personnels. Des pièces de monnaie, des boutons, une cartouchière, mais surtout des plaques d'identité permettant d'identifier 5 soldats. Des plaques remarquablement conservées. Ils s'appelaient Charles Desplanques, Jules Letellier, Jules Leboeuf. Des soldats qui servaient ici, à Fleury devant Douaumont, un village intégralement rasé par les bombardements allemands au printemps 1916. Il est probable qu'ils étaient tous déjà morts et que leurs corps avaient été entreposés dans une ferme qui servait de poste de secours. Apparemment, ils sont tous morts pendant l'offensive du ravin de la Cayette, donc entre le 28 et le 31 mars. Donc ça devait être un poste arrière pour les blessés et on devait être soufflés à cette occasion. Ce sont des touristes allemands qui ont découvert des os affleurant à la surface de la terre. Chaque dépouille va être examinée par un médecin légiste, puis le service des sépultures militaires recherchera les éventuels descendants. Si les familles ne souhaitent pas récupérer les corps, ils seront enterrés à la nécropole de Fleury sous une croix blanche et retrouveront ainsi leur juste place dans notre histoire. Cette expérience maintenant qui a bouleversé le quotidien de nombreuses familles, plusieurs écoles parisiennes ont décidé de participer à la semaine sans écran. Concrètement, cela veut dire qu'il faut apprendre aux enfants à se passer de télévision, mais aussi d'ordinateur ou de tablette. Et pas de chance, la météo n'était pas vraiment de la partie pour favoriser les jeux de plein air. Le programme, c'était plutôt jeux de société bien au chaud. C'est le dossier du 13h. Il est signé Laetitia Legendre et Daniel Lévy. Je vais vous demander vos points pour mardi et mercredi pour la semaine sans écran. Depuis une semaine, ces élèves tentent de résister vaillamment à l'appel de la télé, de l'ordinateur ou de la console. Ce matin, ils comptabilisent les moments de la journée où ils ont réussi à s'en passer. 5 et 7. 5 et 7, très bien. 4 et 2. Et 2 Oh là là, dis donc Ézéchiel, on avait dit pas d'écran, hein. Dans cette classe de CP, seuls 2 ou 3 élèves sur 25 ont encore un peu de mal à respecter la consigne. Parce qu'à 18h40, le samedi, il y a un super dessin animé. Et ça, c'était difficile de ne pas le regarder?
T'as cédé à la tentation ou t'as réussi à résister à l'écran? J'ai regardé la moitié. Il y a plein de films que j'adore et donc c'est un petit peu dur. Des tentations qui s'invitent jusque dans la chambre des élèves. Qui a un écran dans sa chambre? La télé, l'ordinateur? Soit 2/3 de la classe. D'accord. Félix et sa grande sœur Églantine, eux, n'ont pas de télé dans leur chambre. Et celle du salon est bien éteinte depuis une semaine. Toute la famille joue le jeu, même si Félix a trouvé les meilleurs arguments pour ne pas abandonner sa console de jeu. Pas les laisser très longtemps sans qu'on joue. Ils vont se casser un jour. Parce que personne joue avec. Un jour ils vont tomber, ils vont se casser. Ils vont être fossilisés bientôt. Au début, je me disais, elle va être longue la semaine, 7 jours sans regarder la télé, mais en fait, les jours y passent, mais on se dit, mais non, finalement, c'est pas très long. Le défi lancé par l'école permet aux parents de reprendre la main. Moins de conflits et plus besoin de menaces. On s'en servait comme punition. C'est-à-dire que tu as fait une bêtise ou pour une raison quelconque, tu n'iras pas à la télé ce soir, ou on te retire la console, ou on te retire l'iPhone. Mais là, bizarrement, ça fonctionne très bien. 1, 2, 3, 4... Redécouvrir d'autres façons de se divertir comme les jeux de société, multiplier les moments d'échange et de complicité. Un défi aussi pour les parents. On reste longtemps ensemble à parler ou à discuter ou on va se raconter des histoires drôles, on reste longtemps ensemble. Ils se sont investis à 100% et d'ailleurs ils vous l'ont dit eux-mêmes, ils sont prêts à poursuivre l'opération. Du côté de l'école aussi, on peut mesurer en temps réel les effets de cette diète numérique. Les enfants sont beaucoup moins fatigués. Qu'ils arrivent plus concentrés, plus frais et disponibles pour le travail en classe après. Voilà. Le problème se pose plus difficilement chez les grands qui ont déjà une assez grande addiction sur le multi-écran, j'ai envie de dire, l'ordinateur, la console de jeu, le smartphone maintenant. Et donc là, c'est plus difficile pour eux. Et on essaye de faire réfléchir les parents, notamment au danger des écrans. Les plus motivés, c'étaient les plus jeunes. Malgré le mauvais temps, cette année encore, l'école a relevé le défi. Plus de 80% de réussite pour cette initiative inspirée du Québec. Forêt noire, tarte tropézienne, gaufres, Queen Yaman. Depuis le début de la semaine, on vous fait saliver en vous présentant de magnifiques desserts régionaux. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, la tarte tatin, inventée par 2 sœurs en Sologne il y a un siècle. Mais ce que les gourmands ne savent peut-être pas, c'est que ce gâteau fétiche est né d'une étourderie, d'un oubli. Reportage à La Motte Beuvron, Anne Guillet et Alain Darigan. Une tarte renversante, à condition d'avoir le coup de main. Et voici la véritable tarte tatin. Ça, c'est la recette d'origine des sœurs Tatin. On suppose que c'est la recette authentique. Une belle couleur, presque cuivrée grâce au caramel. Et des pommes moelleuses qui ne s'écrasent pas. C'est le secret de cette tarte, née il y a plus d'un siècle. Tout a commencé ici, à La Motte Beuvron, en Sologne, dans l'hôtel-restaurant des sœurs Tatin. Eh bien voilà, c'est à cet endroit que les demoiselles Tatin ont créé leur tarte à l'époque, qui remonte au siècle passé, sur ce potager qui est une forme de cuisinière. Caroline et Stéphanie Tatin. La légende dit qu'un jour de grande affluence, l'une d'elles improvise un dessert en jetant quelques pommes dans un moule. Une pâte est juste posée au-dessus. Elle a eu le coup de génie de retourner la tarte et de la servir comme ça, caramélisée, toute fumante. Une recette que les sœurs Tatin n'ont jamais écrite, transmise uniquement par le bouche à oreille. Alors pour réaliser une tarte tatin, il faut 2 kg de pommes, 150 g de sucre, 150 g de beurre et de la pâte brisée. Alors là, je travaille de la pomme golden en ce moment, c'est de la pomme que l'on peut trouver toute l'année. Après, donc, il me faut du beurre, du sucre. Je recouvre de mes pommes. Et après, je vais abaisser ma pâte brisée. Et je recouvre ma tarte. Et je fonce les bords. Et c'est parti pour une cuisson au four pendant 20 minutes dans un four à 200 degrés. Et quand la tarte est cuite, le moment crucial. Le caramel sur le feu, mais caché par les pommes, comment le réussir? Au bruit, à l'odeur, c'est un tour de main. Au restaurant Tatin, on vient spécialement pour déguster cette tarte aux pommes un peu spéciale. Voici les tartes Tatin.
Depuis un siècle, sa renommée a fait le tour du monde. Un dessert qui se déguste forcément tiède. Elle est moelleuse, elle est sucrée à point. Délicieuse, avec le caramel au-dessus des fruits, qui neutralise un peu l'acidité de la pomme. Et voici les plus ardents défenseurs de la tarte tatin, les Lichonneux, une confrérie de puristes. Pour eux, c'est sans glace ni chantilly. On tolère une glace à côté. Parce que quand on mange une tarte un peu chaude et que 30 secondes après on prend un peu de glace fraîche, c'est très bon au goût. Mais pas dessus. Le goût est complètement sacrilège. Ah, puis le goût est transformé, ça n'a plus rien à voir. À la tarte tatin. Alors partout en France, ils chantent la bonne recette du fameux dessert cuit à l'envers. On courait plus fin. C'est un bijou de... Suite et fin de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous suivons les préparatifs du spectacle Les Aigles des Remparts à Provins. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement avec la première représentation. En apparence et pour le public, tout est bien rodé, mais en coulisses, c'est une véritable course, tout en ménageant les animaux pour ne pas les stresser. Après 5 mois d'absence, les oiseaux effleurent, fièrement, les premiers spectateurs de la saison. Waouh, t'es bien piqué. En coulisses, Vincent et les autres ne font que courir. Faut changer maintenant. Les bolides déserts attendent sagement leur tour. Les tableaux s'enchaînent. Les mâles sont en effet plus petits d'actuel. Lulu, le dromadaire, traîne la patte pour son entrée en scène. L'aigle est plutôt l'ennemi dont il faut protéger nos oiseaux de chasse. Tout se passe comme prévu. Chevaux et rapaces ne font qu'un. La troupe, elle, est rodée. Depuis 20 ans, 1,5 million de regards se sont tournés vers le ciel de Provins. Tout se passe bien, Philippe? Ouais, ça se passe très bien, ouais. Les oiseaux ont trouvé leur place et ça roule, quoi. Les oiseaux sont pas oubliés, tu parles. Et puis bon, c'est bien. Il y a que nous qui devons un peu... On n'a pas oublié non plus. Mais ça fait du bien d'en prendre. Les aigles survolent le spectacle. Certains vautours sont plus feignants. Ni vu ni connu, il y en a un qui se fait la malle. Mais Vincent surveille. J'ai fait un petit tour. Il est parti dans les chercher, comment ça s'est passé? Il est parti dans les douves, il s'est juste fait emporter un peu avec le vent. On est parti le récupérer. Loin des regards, Anne se débat avec son costume. Arrivée de la star, le serpentaire. Chevaux et fauconniers sont prêts. La bête est dans l'arène, prête à l'attaque. L'oiseau d'Afrique du Sud se croit dans sa savane, face aux reptiles. Maasai offre une danse élégante, aérienne. Les fauconniers et cavaliers sont partis pour une saison de spectacle. 550 représentations les attendent. Une vie trépidante durant 8 mois. Le soir venu, les poussins piaffent d'impatience. Chez lui, dans son laboratoire, Philippe s'occupe des générations futures. Le fauconnier se transforme en biologiste. Dans ses œufs, des aigles. Chaque année, 30 à 40 poussins voient le jour. Une manière pour Philippe d'assouvir sa passion. C'est intéressant pour nous parce qu'on a nos propres oiseaux qui sont à même de travailler très vite dans le spectacle. Mais c'est une formidable monnaie d'échange dans le sens où des fois on est intéressé par des espèces d'oiseaux qu'on n'a pas ou qu'on ne reproduit pas et d'autres sont intéressés par les nôtres. À ce moment-là, c'est ça le but aussi. Hein. C'est de pouvoir échanger pour accroître son cheptel d'oiseaux et le diversifier. Philippe alterne entre délicatesse et petites attentions. Vous leur dites quoi? Pas une berceuse parce que je ne voudrais pas qu'ils s'endorment. Il y a un dur travail, c'est de s'extraire de la coquille. Voilà, c'est peut-être de les rassurer ou de les motiver pour dire bon, il va faire bon dehors quoi. Donc voilà. T'attends. En approchant doucement le micro,
discute. Hein. Les premiers mots dans l'œuf. Tous ces oisillons ont encore quelques semaines au chaud avant d'affronter les airs. Les Aigles de Provins, un feuilleton signé Vivien Roussel, Aurélie Janot et Ina Palmer. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de ce feuilleton sur notre site france-tv-info.fr et sur les réseaux sociaux. Comme chaque vendredi, on retrouve maintenant notre rubrique Si on sortait avec Youssef Bouchiki. Youssef, bonjour. On commence avec une aventure théâtrale absolument exceptionnelle qui retrace toute l'épopée du roi Arthur. Oui, alors cette épopée tient en 10 pièces, c'est en tout 30 heures de théâtre qui racontent les aventures de Merlin, d'Arthur et de tous les chevaliers de la table ronde. Et en fait, c'est pour ce projet fou, 2 scènes nationales prestigieuses se sont réunies, ont réuni leurs talents. Il y a le TNS de Strasbourg et le théâtre populaire de Villeurbanne. Alors après Merlin, il présente Gauvin et le Chevalier Vert. Alors ce volet, Élise, raconte l'histoire de Gauvin, chevalier moins connu que Lancelot ou Perceval, mais tout aussi flamboyant. Alors lui a la particularité de puiser sa force au fur et à mesure que le jour se lève. Alors c'est faible à l'aube, invincible à midi et très vulnérable la nuit. Alors ça donne évidemment quelques scènes très cocasses. C'est un très beau spectacle, plein de combats, des décors magnifiques. Ça se passe à Strasbourg et c'est jusqu'au 7 juin. Alors, on fête cette année le centenaire de la création du fameux Sacre du Printemps. Pour l'occasion, le Théâtre des Champs-Élysées a reconstitué l'œuvre originale de Nijinsky. Oui, alors il a fallu vraiment opérer un véritable travail d'archéologue pour exhumer ce ballet. Et il a fait scandale, Élise, quand lors de la première, c'était le 29 mai 1913. Et les témoins de l'époque racontent qu'il y avait des hurlements, des injures, des coups même et des sifflets qui couvraient la musique. Car malgré la puissance musicale de Stravinsky qu'on écoute là, la beauté des costumes, vraiment le public n'a pas aimé du tout cette histoire, ce qui racontait en fait le sacrifice, un sacrifice célébrant le retour du printemps. Et pourtant, cette chorégraphie était géniale. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on compte pas moins de 30 versions du Sacre. Tous les plus grands chorégraphes l'ont repris. Et sur ces 300 versions, s'il y a une seule à voir, c'est bien sûr celle de Pina Bausch. Elle a fait l'unanimité. On la voit ici. Même moi, je vous dis que je la trouve formidable. J'ai vu 4 fois. Et à l'occasion de cette reprise du centenaire, elle sera jouée du 4 au 7 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il reste encore quelques places. Merci à vous, Youssef. C'est un connaisseur de la danse qui vous parle. Un mot de football. La situation se complique pour les dirigeants du PSG. Le directeur sportif du club, Leonardo, a été suspendu 9 mois de toute fonction officielle pour avoir bousculé un arbitre lors de la 35e journée de Ligue 1. Il était pourtant pressenti pour remplacer Carlo Ancelotti qui veut rejoindre le Real Madrid, mais on le comprend, c'est loin d'être fait. En tennis, cette fois, c'est une bonne nouvelle pour le clan français. Marion Bartoli vient de se qualifier pour le 3e tour. Elle a éliminé la Colombienne Mariana Duque Marino en 2 sets très disputés. Score final 7-6, 7-5. La Française enchaîne les rencontres épiques depuis le début du tournoi. On va maintenant en prendre plein les yeux en admirant les plus grands voiliers du monde. Ils sont réunis pour 4 jours à Dunkerque. Une escale magnifique, d'autant que les visiteurs peuvent aussi monter à bord. Ces superbes 3 mâts rejoindront ensuite Rouen pour la Grande Armada. Sur place, Barbara Six avec Dominique Masse. Les plus grands voiliers du monde amarrés au port de Dunkerque. Ils sont tout simplement magnifiques. Dunkerque, une ville où il y a plein de bateaux, et puis de voir les plus grands, c'est extraordinaire. C'est le rêve d'enfant là. Surtout. C'est bien. J'ai toujours admiré les bateaux et c'est la première fois que je monte sur un bateau. Des vieux gréements, des navires de légende comme le Kruzenstern, un 4-mâts russe de 1926, ou encore le Belém, ce 3-mâts tricolore jadis utilisé pour le commerce du cacao. Bien plus qu'un navire, un monument historique et toujours prêt à larguer les amarres. Ça vous plaît? Très bien, impeccable. Oui, oui. On navigue avec un gréement qui a 117 ans, donc un gréement pas facile à manipuler, en tout cas assez spécial, mais qui fonctionne toujours très bien. Et déjà, on se prend à rêver de voyages au long cours. C'est un mythe, le bateau, c'est le voyage, c'est l'évasion, c'est les aventures. Il a un bateau de pirates, un bateau des Anglais, et là il les voit en vrai. Il est comment ton bateau de pirate? Il est comme celui-là? Non. C'est la du drapeau de pirates. D'authentiques voiliers à visiter jusqu'à dimanche, une escale en mer du Nord avant l'Armada de Rouen.
Pour lui, le vin est synonyme de joie, de plaisir et de convivialité, à consommer avec modération, bien sûr. Journaliste passionné du terroir, il pousse aujourd'hui un coup de gueule pour que l'image de ce patrimoine national ne soit pas réduite à un problème de santé publique. Sa solution passe par la transmission et l'éducation. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jacques Dupont. Bonjour, merci d'être ici, Jacques, pour nous parler de ce livre qui fait un peu de bruit, on peut le dire, hein, dans le monde du vin et dans le monde de la santé à la fois. Ça s'appelle Invignez-vous, c'est publié aux éditions Grasset. C'est un petit pamphlet, évidemment, un clin d'œil au pamphlet de Stéphane Hessel. C'est aussi un vrai coup de gueule de votre part. Qu'est-ce qui vous met en colère ? J'ai mis du temps avant de réagir, hein. J'en avais un peu parlé dans le Point, dans mon journal, mais c'est l'accumulation de choses diverses et variées qui fait que d'un seul coup le vin devient un produit, une drogue licite, comme j'ai pu lire dans certains ouvrages, une drogue licite. Vous vous rendez compte, 2000 ans d'histoire, le patrimoine que c'est en France, le vin, c'est diabolisé, quoi. C'est diabolisé, et par des gens qui sont pas toujours des médecins traitants non plus, quoi. Donc c'est un peu agaçant, parce que quand on parle avec les cardiologues, avec les grands professeurs de cardiologie, etc., ils sont plutôt défenseurs du vin. Alors vous dites clairement que la France entrave le développement de l'un de ses patrimoines les plus renommés dans le monde. Oui, bien sûr. Autour de nous, en Italie, en Espagne, on n'est pas du tout dans cette interprétation. En ce moment, en Espagne, il y a une campagne qui est financée par l'Europe et par le gouvernement espagnol et qui dit « qui sait boire, sait vivre ». C'est justement prendre les choses en amont et expliquer comment boire, comment aborder le problème du vin et comment le consommer. Apprendre à déguster, c'est le meilleur outil contre l'alcoolisme. Et ça, ce sont des mots qu'on ne peut pas écrire en France. Hein. Ces slogans-là, ce genre de slogans, ils ont été interdits. Non, voilà, quand je sais plus, l'interprofession bordelaise avait fait une campagne qui était boire moins mais boire meilleur, je crois que c'était une chose comme ça, ils ont été condamnés, oui. Alors vous dites aussi que quand on défend le vin, on défend la culture bien sûr, mais aussi des paysages viticoles qui sont très importants pour nos campagnes. Imaginez tous ceux qui ont pris la route vers le sud, imaginez que demain, on doive racheter les vignes en Bourgogne. Ça donnerait quoi les environs de Dijon, de Beaune, la Côte de Nuit, etc. Imaginez le Médoc sans ses châteaux et ses vignes. Imaginez le Languedoc où on arrache tout d'un seul coup, la vallée du Rhône, les côtes rôties avec ses terrasses, etc. Ça donnerait quoi ? Ça donnerait un mitage pavillonnaire au mieux ou des zones industrielles. Alors vous désignez pas un, mais plusieurs responsables, alors, les lobbies anti-alcooliques, bien sûr. Et pour vous, la loi Évin, parce que vous dites oui, elle est partie d'un bon sentiment au départ, mais il y a eu tellement de dérives que maintenant c'est plus possible. Si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste sur qui sont ces professionnels de santé. C'est que on rend l'alcool responsable. L'alcoolisme, c'est pas l'alcool, c'est le malaise, c'est la solitude, c'est la misère qui sont souvent les causes de l'alcoolisme. C'est d'abord une situation personnelle ou voilà, sociale. Il faudrait peut-être se poser les questions en termes politiques et non pas uniquement en termes médicaux et s'interroger pourquoi les gens d'un seul coup deviennent addicts à l'alcool. Alors après, moi je pense qu'une des façons, parce qu'on est tous contre l'alcoolisme, une des façons les plus efficaces, c'est sans doute l'éducation. Mais c'est pas spectaculaire l'éducation. Oui, alors justement quand vous parlez d'éducation, vous dites quoi? Vous dites que dès l'école primaire par exemple, il faut apprendre les dangers de l'alcool et en même temps à respecter un terroir? Oui, voilà, apprendre les dangers de l'alcool. En ce moment, il y a une école à Amboise, la ville de Michel Debré, il y a une école à Amboise qui s'appelle l'école Jules Ferry, et dans les primaires, ils ont pu s'accaparer une petite vigne expérimentale, et les enfants ont travaillé toute l'année, ils ont taillé la vigne, attaché les bourgeons, ils ont travaillé avec le cheval, ils ont labouré avec le cheval, et ils ont pressé le raisin, etc. l'année dernière, ils ont dessiné l'étiquette avec un designer. C'est formidable parce que ces mômes-là, je pense que plus tard, pour eux, aller mettre du soda dans de l'alcool industriel, ça serait salir, quoi. On leur a appris quelque chose, on leur a appris à respecter le terroir et le cycle de la vigne, le temps nécessaire. Alors on comprend bien que pour vous, l'éducation est très importante. Est-ce que les campagnes, justement, de lutte contre l'alcoolisme sont efficaces d'après vous? Elles sont complètement à côté? Écoutez, franchement, j'écoutais votre journal tout à l'heure, j'ai entendu le truc sur le tabac, il y a des choses qui sont l'hôpital de Sens, je trouve ça formidable. Mais à côté de ça, mettre un logo pour lutter contre une addiction, je trouve ça dérisoire, quoi. Et si les femmes ne savent pas que boire trop d'alcool quand on est enceinte fait du mal au fœtus, à mon avis, ça sert pas à grand chose. Je pense que c'est prendre les choses en amont, c'est déjà éduquer, apprendre aux gens. On est dans le pays de la gastronomie en France, et on n'a pas de cours de gastronomie.
apprendre le bon goût. Apprendre à reconnaître un vrai jus d'orange d'un truc falsifié. Apprendre à reconnaître une pomme ou le vrai goût de la fraise. Quand on voit que les mômes ne savent pas ce que c'est qu'un poisson, quand on leur demande de dessiner voilà, avec des petits machins jaunes, il y a quand même un problème. On est dans le pays où on a reconnu, où mondialement, le repas gastronomique à la française est reconnu par l'UNESCO, patrimoine mondial de Donc protégeons ce patrimoine, c'est ce que vous nous dites. Jacques Dupont, Invignez-vous, c'est aux éditions Grasset. Et on précise, c'est très important, que vous n'êtes pas du tout sponsorisé par Lobby du Vin. À chaque fois que vous vous déplacez, c'est votre journal qui paie la note et vous n'êtes pas invité. Nulle part. Je ne vais jamais au déjeuner de presse, nulle part. Je suis totalement indépendant. Voilà, c'est tout simplement un pamphlet indépendant. Voilà. Merci à vous, Jacques. Merci, Élise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète d'Anaïs Baïdémir. Ça va s'arranger au cours du week-end. À 20h, vous serez en compagnie de Laurent Delahousse. Quant à nous, on se retrouve lundi, même lieu, même heure.